Depuis plusieurs mois, quelque chose change silencieusement au Sahel. Ce n'est pas annoncé officiellement. Ce n'est pas encore visible pour tout le monde. Mais les décisions prises aujourd'hui, dans le secret des cabinets stratégiques, pourraient redessiner l'équilibre du pouvoir en Afrique pour les prochaines décennies. Alors, que se prépare-t-il réellement derrière cette façade de silence ? Le Sahel s'est imposé, en l'espace d'une décennie, comme l'épicentre géopolitique le plus instable de la planète. Une bande de terre devenue le laboratoire à ciel ouvert de toutes les crises du siècle. Coups d'état militaires en série, expansion foudroyante du terrorisme djihadiste, interventions étrangères multiples, sanctions économiques paralysantes. Tout semble s'y concentrer, attirant les projecteurs médiatiques sur une région systématiquement décrite comme une poudrière, une faille béante dans la carte du monde, un problème à contenir. Mais cette narration, aussi spectaculaire et réelle soit-elle, est un leurre. Elle occulte une réalité plus profonde, plus structurelle, car derrière chaque putsch, derrière chaque attentat, derrière chaque départ de troupes internationales, se cache une lame de fond politique qui remet tout en cause. L'instabilité que nous voyons n'est pas une fatalité géographique ou culturelle. Elle est le symptôme bruyant et violent de l'effondrement d'un ancien ordre, l'ordre post-colonial. Cet ordre avait un nom, la dépendance. La sécurité était externalisée, confiée à des armées et à des missions internationales qui, malgré des budgets colossaux, n'ont pas endigué la menace. L'économie restait extravertie, structurée pour l'exportation de matières premières, sans transformer la richesse en développement local. Les décisions stratégiques étaient souvent influencées, voire dictées, depuis des capitales étrangères. Le modèle a craqué sous le poids de son propre échec et du ressentiment qu'il a généré. Et c'est précisément dans ce chaos apparent que la métamorphose la plus significative est en cours, dans un silence relatif. Une transformation qui dépasse largement les frontières du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Ce qui se joue ici, c'est le rapport de force entre un continent et le reste du monde. C'est un test fondamental sur la signification réelle de la souveraineté au XXIe siècle. La crise sahélienne n'est donc pas qu'une tragédie locale, c'est le miroir grossissant des tensions qui traversent l'Afrique tout entière, tiraillée entre héritage et réinvention. Pendant des années, le modèle semblait immuable, une évidence géopolitique ancrée dans le paysage sahélien. La sécurité, d'abord, était un service externalisé. Elle reposait sur des partenariats ou des armées étrangères, principalement françaises dans le cadre de l'opération Barkhane, puis européenne avec la Task Force Takuba, assuraient la lutte antiterroriste, tandis que les soldats nationaux peinaient à se projeter. L'économie, ensuite, était structurellement dépendante. Elle vivait au rythme des aides internationales et des investissements extérieurs, avec des budgets nationaux souvent dictés par les conditionnalités du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. Enfin, et c'est peut-être le point le plus sensible, les décisions stratégiques, qu'il s'agisse de déploiement militaire ou d'orientation diplomatique, étaient largement influencées, voire pilotées, de l'extérieur. Souvent depuis Paris, Bruxelles ou Washington. Le Sahel était perçu, et se percevait parfois lui-même, comme un terrain d'opération, un espace à stabiliser, un problème à gérer. Rarement comme un acteur pleinement souverain de son propre destin. Mais un point de bascule est survenu autour de 2020, et la rupture qui a suivi a été non pas graduelle, mais tectonique. Elle a commencé au Mali, avec le premier coup d'État d'août 2020, s'est propagée au Burkina Faso en janvier 2022 et a culminé avec le putsch au Niger en juillet 2023. Une contagion souverainiste. Ces régimes militaires, nés dans la foulée de ces prises de pouvoir, ont érigé un même mot d'ordre en doctrine d'État, reprendre le contrôle. La souveraineté n'était plus un concept de droit international, mais un cri de ralliement politique, un impératif de survie pour des juntes cherchant une légitimité. Les conséquences ont été immédiates et spectaculaires. Des accords de défense historiques, comme ceux liant la France au Mali ou au Niger, ont été unilatéralement dénoncés. Les troupes françaises ont été contraintes à un retrait humiliant, sous la pression de la rue et des ultimatums gouvernementaux. Plus symbolique encore, la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, déployée depuis 2013, a été purement et simplement expulsée, un rejet sans précédent du multilatéralisme sécuritaire. Et c'est dans le vide laissé par ces départs que la nouvelle carte des alliances a commencé à se dessiner. Le pivot n'est plus vers l'ouest, mais vers l'est et le sud. La Russie, via le groupe Wagner puis le Corps Africa, est devenue le partenaire sécuritaire privilégié, promettant une coopération sans critique sur les droits humains. La Turquie et les Émirats arabes unis ont émergé comme fournisseurs d'armes et de drones. La Chine, elle, observe et investit dans les infrastructures, patiente. Le discours accompagnant ce réalignement est simple et efficace. Il promet le respect et une coopération sans ingérence. Il flatte une fierté nationale blessée. Le silence des années de dépendance a été violemment rompu par un slogan qui résonne désormais dans toutes les capitales sahéliennes. Reprendre le contrôle. Sur la sécurité, sur les ressources, sur la politique étrangère. Un objectif absolu, poursuivi coûte que coûte, quels qu'en soient les risques immédiats.
C'est dans le contexte de cette rupture radicale et de ce nouveau paysage d'alliance que la création de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, en septembre 2023, prend toute sa dimension. Il serait naïf d'y voir un simple symbole politique, un énième protocole d'accord signé dans l'effervescence d'un sommet et aussitôt oublié. L'AES, c'est bien plus que cela. C'est un signal stratégique, délibéré et calculé. Un message codé, mais parfaitement intelligible, adressé à un double public. D'abord, aux anciens partenaires traditionnels, la France, les États-Unis, l'Union européenne, dont l'humiliation est ici institutionnalisée. Ensuite, au reste du monde qui observe, à Moscou, Pékin, Ankara ou Riyad, et qui doit comprendre que le Sahel entend désormais parler d'une seule voix, une voix plus forte et plus exigeante. Le message est sans ambiguïté. Notre isolement diplomatique n'est pas une faiblesse subie, c'est un choix politique assumé. Et nous transformons ce choix individuel en force collective. Pour la première fois depuis les indépendances, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne se contentent pas de slogans similaires. Ils structurent une intégration concrète autour de 3 piliers. Le pilier sécuritaire, avec la création d'une force conjointe de l'AES, destinée à mener des opérations transfrontalières contre les groupes djihadistes, sans mandat onusien ni supervision occidentale. Une défense faite maison. Le pilier diplomatique, avec une coordination étroite pour contrer la pression de la CEDEAO, cette organisation régionale perçue comme un bras armé des intérêts français. Le pilier économique, enfin, à plus long terme, avec des projets comme le pipeline Niger-Bénin, visant à créer des circuits d'échange et de monétisation des ressources qui échappent aux sanctions et aux marché traditionnel. Bien sûr, regardons les faits avec lucidité. Ce projet est profondément fragile. Il est né dans l'urgence de la survie politique, porté par des régimes dont la légitimité repose presque entièrement sur un sentiment anti-impérialiste. Ses membres sont économiquement asphyxiés par les sanctions, militairement débordés sur des fronts immenses, et structurellement dépendants de nouveaux protecteurs comme la Russie. L'AES n'a pas encore de secrétariat permanent, de budget intégré ou de mécanisme de décision éprouvé. Elle est, pour l'instant, une alliance de circonstances. Pourtant, et c'est là que réside toute sa force, sa simple existence change déjà les règles du jeu géopolitique dans la région. Elle crée un nouveau pôle de pouvoir, un bloc négociateur qui, même faible, peut jouer les uns contre les autres. En disant « nous existons, ensemble », l'AES transforme 3 pays isolés et vulnérables en un interlocuteur unique que l'on ne peut plus ignorer. Elle oblige Moscou à composer avec une structure collective, potentiellement moins malléable qu'un État seul. Elle force les capitales occidentales à reconsidérer leur approche purement punitive. Et surtout, elle envoie un message puissant à travers l'Afrique. L'unité souverainiste, même entre régimes autoritaires et pauvres, est une arme diplomatique. C'est un pari colossal, peut-être même désespéré face à l'ampleur des défis. Mais c'est un pari qui, pour la première fois depuis longtemps, place l'initiative stratégique entre les mains des Sahéliens eux-mêmes. Ils ne sont plus des pions sur un échiquier, ils tentent de devenir, ensemble, les joueurs d'une partie infiniment plus complexe et dangereuse. Car cette dynamique de rupture, ce refus catégorique du statu quo, soulève une question profondément dérangeante que beaucoup, dans les capitales occidentales, mais aussi dans les sièges des organisations régionales africaines traditionnelles, préféreraient laisser sans réponse. Que se passerait-il si le Sahel parvenait réellement, contre toute attente, à tracer sa propre voie avec un succès tangible? Il faut en imaginer les conséquences stratégiques, concrètes. Imaginez une carte militaire où les bases étrangères permanentes, ces pierres angulaires de la projection de puissances françaises et américaines en Afrique, se réduisent comme peau de chagrin. Visualisez une gouvernance où les ingérences politiques directes, les conseils, assortis de conditionnalités, ne sont plus tolérés. Et surtout, envisagez le contrôle quasi-total exercé sur les ressources stratégiques. L'or du Burkina, l'uranium du Niger, le pétrole et le lithium en devenir. Des richesses qui ne quitteraient plus le continent sous la même tutelle, avec les mêmes intermédiaires, et surtout, sans que leur valeur ne profite bien davantage aux économies nationales. C'est un renversement complet des termes de l'échange historique. Pour les acteurs internationaux dont l'influence était jusqu'ici dominante, ce scénario n'est pas une fiction. C'est un risque systémique majeur, une menace pour un business model géopolitique éprouvé. Ce modèle reposait sur un équilibre, une offre de sécurité et d'accès au marché, contre un alignement politique et un accès privilégié aux ressources. L'AES, avec sa doctrine de souveraineté absolue et d'intégration autocentrée, frappe au cœur de ce système. Et le plus grand danger, c'est la contagion. Si cette alliance, née de régimes putschistes et sous sanctions, démontre une résilience, même imparfaite, elle devient un modèle. Elle pourrait inspirer des mouvements similaires en Guinée, en Côte d'Ivoire, ou même au Sénégal, où la rhétorique souverainiste gagne du terrain. C'est toute l'architecture des relations Afrique-Monde, encore largement calquée sur les rapports de force post-coloniaux, qui pourrait vaciller, obligeant à une réinvention complète des partenariats. Voilà pourquoi la pression multiforme sur l'AES est, et restera, à son maximum. La pression économique, d'abord, via des sanctions qui visent à étrangler les finances des États et à provoquer un mécontentement populaire. La pression diplomatique, ensuite, par un isolement calculé pour les priver de toute reconnaissance
puissance et légitimité sur la scène internationale. La pression médiatique et narrative, enfin, en mettant systématiquement en avant chaque revers sécuritaire, chaque difficulté économique, pour discréditer le modèle lui-même. L'objectif sous-jacent est clair, il faut que cette expérience échoue. Parce que son succès, même limité, porterait un message révolutionnaire et simple. Il signifierait que l'ère où des puissances extérieures pouvaient dicter leurs lois au Sahel, et par effet de domino, à une grande partie du continent, est irrémédiablement révolue. Une ère nouvelle, bien plus imprévisible et exigeante, commencerait. Nous entrons désormais dans la phase la plus critique, la phase de vérité. Deux chemins radicaux se dessinent, et le Sahel va devoir choisir, ou être poussé vers l'un d'eux. Premier scénario, l'effondrement. Sous le poids combiné de la pression économique étouffante, de l'offensive rampante des groupes djihadistes que les nouvelles alliances ne parviennent pas à contenir, et de l'isolement diplomatique total, l'AES implose. Les régimes tombent, la région sombre dans un chaos encore plus profond, nécessitant une intervention internationale massive, qui reviendrait par la grande porte. Ce serait la fin d'un rêve de souveraineté, et le retour à un modèle de tutelle renforcée. Deuxième scénario, la consolidation imparfaite. Contre toute attente, l'AES tient le choc. Sa force militaire conjointe enregistre quelques succès locaux, suffisants pour légitimer le discours. Elle trouve des débouchés économiques alternatifs avec des partenaires non occidentaux, asseyant une forme d'autonomie de survie. Dans ce cas, elle cesse d'être une alliance de circonstances pour devenir un modèle. Un modèle africain, autoritaire, anti-occidental, mais présenté comme souverain. Un modèle qui inspirerait des mouvements similaires ailleurs, de la Guinée au Tchad, et redéfinirait les alliances sur le continent. Les mois à venir seront déterminants, car ce qui se joue au Sahel aujourd'hui est une bataille narrative pour l'avenir de l'Afrique. Une bataille entre l'ancien ordre et une nouvelle voie, risquée, incertaine, mais qui prétend être enfin propre. Le silence est terminé. Le fracas des armes et des déclarations a commencé. Et tout le monde regarde. Alors, le Sahel est-il en crise? Peut-être pas seulement. Il est peut-être, avant tout, en pleine transition. Une transition violente, douloureuse, semée d'embûches et de dangers immenses. Une transition où le prix de l'autonomie se paye en instabilité et en sacrifice. Mais une transition qui, malgré tout, pourrait s'avérer historique si elle permet à des nations entières de se réapproprier leur destin après des décennies de gestion extérieure. La question qui nous reste, à nous observateurs, est la suivante. Penses-tu que ce que nous voyons au Sahel est le début authentique d'une reprise de contrôle, le réveil d'une souveraineté longtemps confisquée? Ou assistons-nous simplement à une nouvelle phase d'instabilité, où les anciennes dépendances seront bientôt remplacées par de nouvelles, tout aussi contraignantes, sous d'autres parrains? Il n'y a pas de réponse simple, mais c'est ton analyse qui compte. Dis-le-moi en commentaire. Si tu veux comprendre les grandes transformations, souvent silencieuses au départ, qui redessinent l'Afrique et le monde aujourd'hui, abonne-toi. Ici, on décrypte les lignes de faille, avant qu'elles ne fassent la une.